Vous jouez avec la peur des gens. C'est du blabla. De la paranoïa isolationniste. C'est à la fois bidon, dangereux et stupide. La légende remonte à l'époque de Christophe Colomb, il y a 500 ans. Le triangle des Bermudes couvre plus d'1 million de kilomètres carrés entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Des incidents inexpliqués s'y sont produits. En 1963, le Marine Sulphur Queen, un cargo de 130 mètres, avec 39 hommes à son bord, disparaît. 6 mois plus tard, 2 KC-135, de gros avions ravitailleurs de l'US Air Force, se volatilisent littéralement. Un remorqueur, le Good News, se voit confronté à des forces inconnues alors qu'il tracte une barge de 2500 tonnes dans le triangle. En 1948, un DC-3 parti de San Juan à destination de Miami avec 36 personnes à bord disparaît, alors qu'il venait de recevoir de la tour de contrôle les instructions pour se poser et apercevait déjà la côte. Et en 1986, un homme et sa femme, volant dans un petit avion entre les Bermudes et la Floride, racontent qu'ils sont entrés dans une substance comparable à du lait de poule. Tous leurs instruments électroniques d'une valeur totale de 2 millions de dollars ont soudain cessé de fonctionner. Du triangle du diable. Je peux savoir ce qui se passe. Il se passe qu'on manipule le passé pour contrôler l'avenir. Il se passe qu'on déguise les faits en fiction. Zahi Hawass décide alors de se concentrer sur le troisième suspect, Akhenaton, le souverain révolutionnaire. L'enquête ne va pas être simple, car le nom et les portraits de ce pharaon ont été systématiquement effacés des monuments après sa mort. Pourquoi avoir voulu le rayer de l'histoire? Les 20 années de règne d'Akhenaton constituent un changement radical de gouvernement. Après avoir eu une vision du dieu soleil, Aton, le souverain décida de fonder une religion et de faire bâtir une capitale entièrement dédiée à cette nouvelle foi. Amarna émergea du désert vers 1350 avant notre ère. Cette nouvelle religion remettait en cause plus de 2000 ans de pouvoir des prêtres. Un clivage profond divisa le pays. Si tu restes à Larissa, tu vivras en paix. Tu trouveras une femme merveilleuse. Tu auras des fils et des filles qui auront à leur tour des enfants. Ils t'aimeront tous beaucoup. Après ta mort, ils se souviendront de toi. Et quand tes enfants seront morts, et leurs enfants après eux, on aura oublié ton nom. Si tu te rends à Troie, tu connaîtras la gloire. On écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir. Le monde n'oubliera jamais ton nom. Voici le sarcophage de la tombe 55. Il a été volontairement saccagé. Le nom effacé. La représentation de son visage a été mutilée. Mais il reste encore un petit indice. Regardez. Le nom d'Aton est lisible ici, accompagné du disque solaire. C'est la preuve que nous sommes en présence d'un des pharaons d'Amarna. Ce sarcophage non identifié aurait donc appartenu à l'un des pharaons de la période amarnienne. Mais lequel? Les cercueils d'Akhenaton et du mystérieux Semenkhare n'ont jamais été retrouvés. À qui appartient celui-ci? Les hommes sont hantés par l'immensité de l'éternité. C'est pourquoi nous nous demandons, le récit de nos actes trouvera-t-il un écho à travers les siècles?
Des étrangers entendront-ils notre nom longtemps après notre disparition? Se demanderont-ils qui nous étions? Si nous avons combattu avec courage et aimé avec ardeur? L'étude des ADN a permis de reconstituer l'une des branches de l'arbre généalogique de Toutankhamon. Aménophis III était son grand-père et Akhenaton son père. Chacun retrouve sa place légitime. Ces résultats permettent surtout de dresser le tableau d'une dynastie à 3000 ans de distance. On peut imaginer la joie d'Akhenaton accueillant l'héritier qui l'attendait, faisant son éducation. Il lui apprend peut-être les principes qui feront de lui un grand souverain et lui confie sans doute quelques rudiments de la nouvelle foi qu'il éprouve pour le dieu du soleil, Aton. Le nom de naissance du jeune enfant est d'ailleurs Toutankhaton, qui signifie « image vivante du dieu Aton ». Peut-être lui inculque-t-il les grands préceptes qui feront de lui son successeur, l'héritier de la lignée des pharaons du Nouvel Empire. Celui qui devra diriger un royaume immense, s'étendant du Soudan actuel au bord de l'Euphrate et jusqu'au contrefort de l'Anatolie. Ce n'est pas de mon fouet qu'ils ont peur. C'est de ma toute divine puissance. Mais je suis un dieu très généreux. Je peux faire de toi un homme terriblement riche, de nommer chef militaire de la Grèce entière. Tu porterais mon étendard jusqu'au cœur de l'Europe. Tes rivaux d'Athènes se prosterneront devant toi, si toi-même tu t'agenouilles devant moi. Ta générosité n'a d'égal que ta divinité, ô roi des rois. Une telle offre, seul un dément pourrait songer à la refuser. Mais l'idée de m'agenouiller, parce que tu vois, d'avoir massacré tous ces hommes aujourd'hui, m'a causé une horrible crampe à la jambe, alors il me serait difficile de m'agenouiller. J'espère que tu sais que ce sacrifice ne t'apportera pas la gloire. Je ferai en sorte d'effacer complètement le souvenir de Sparte de toutes les mémoires. Je ferai brûler jusqu'au moindre petit morceau de parchemin grec. Et tous les historiens grecs, ainsi que tous les scribes, auront les yeux arrachés et la langue coupée. Tous ceux qui oseront seulement prononcer les mots Sparte ou Léonidas subiront la peine de mort. Jusqu'à la fin des temps, le monde entier ignorera votre existence. Le monde saura plutôt que des hommes libres ont tenu tête à un tyran, que quelques-uns ont tenu tête à des milliers. Et avant même que cette bataille ne soit terminée, il saura qu'un dieu roi aussi peut saigner. Ni chez lui, ni à son bureau. Quelles activités nocturnes poussent un homme qui a tout à sortir à cette heure? Je vais chercher l'itinéraire d'Adrian. Il le garde peut-être dans un dossier. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis d'accord. Ginny Slater, Moloch, Roy Chess ont tous travaillé pour Pyramide. Moloch a dit que le comédien avait parlé d'une liste sur laquelle figurait son nom et celui de Slater. La personne à la tête de Pyramide donne peut-être le cancer à ces gens pour incriminer Manhattan. Entrez le mot de passe. Accès refusé. C'est drôle. Les pharaons espéraient que la fin du monde arrive. Ils croyaient que les cadavres ressusciteraient et reprendraient leur cœur déposé dans des jarres d'or. En ce moment, ils doivent retenir leur souffle d'excitation. Pharaon.
Il y a ici le profil psychologique de Manhattan. Voyons voir ce que les psys disent de lui. Le sujet reste dans sa retraite émotionnelle. Si les derniers liens qui le rattachent à la condition humaine étaient brisés, nous prévoyons qu'il s'en détacherait totalement. Le livre des morts de l'Égypte antique recèle de nombreuses incantations destinées à guider le défunt vers l'au-delà. L'une d'entre elles demande aux dieux de laisser les morts traverser le ciel et la terre pour qu'ils retrouvent leur père et leur mère. Nous étions censés rendre le monde meilleur. C'est exactement ce que je suis en train de faire. La guerre nucléaire, l'extinction de la race humaine. Évidemment, mes convictions morales m'ont fait hésiter à procéder à ce grand sacrifice nécessaire. Quelques régions clés un peu partout sur le globe. New York, Los Angeles, Moscou, Hong Kong allaient être désintégrées en un instant. 15 millions de personnes allaient être tuées par le docteur Manhattan lui-même. Un châtiment pour avoir flirté avec la Troisième Guerre mondiale. John ne ferait jamais ça. Un fait que personne à part nous n'a à savoir. Le travail que j'effectuais sur l'énergie a finalement porté fruit. Durant toutes ces années, John m'aidait à reproduire ses pouvoirs, sans savoir ce que je planifiais en faire. Vous voyez, le comédien avait raison. La nature sauvage de l'être humain conduira inévitablement à l'extinction totale de l'espèce. Alors si je voulais sauver la planète, je devais lui jouer un tour. En lui faisant la plus grande farce de toute l'histoire de l'humanité. Tuer des millions de gens pour en sauver des milliards. Un crime nécessaire. Nous ne pouvons pas te laisser faire. Des archéologues ont cherché des traces de la vie de Salomon sans succès. Aujourd'hui, hormis la Bible, rien n'indique que Salomon a existé. Dans la roche des déserts de Jordanie, on a découvert des puits de mines de 30 mètres de profondeur, ainsi que des traces d'une activité de fusion. Ces couches témoignent de la production industrielle de métal qui a été organisée ici. Pourrait-il s'agir des mines du roi Salomon? Et ces ossements, sont-ils ceux de mineurs? Des vestiges de cités antiques et des écrits en hébreu primitif ont été mis au jour. Ils remontent à l'ère de Salomon. Ces éléments sont autant d'indications sur l'époque du grand roi de la Bible. La Bible décrit Salomon comme le souverain sage et juste du royaume d'Israël. Un grand homme de l'Orient antique. Le monde entier venait voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Sous son règne, le royaume établi par son père, David, est devenu plus puissant et plus prospère. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates.
Il a fait construire de nombreux édifices. À Jérusalem, il a fait ériger le célèbre temple de Salomon pour y placer l'Arche d'Alliance, emblème spirituel du royaume d'Israël nouvellement unifié. « 3000 ans plus tard, Salomon est toujours révéré par les trois grandes religions de la Terre Sainte. Dans le judaïsme, Salomon est admiré parce qu'il a fait bâtir le premier temple. Les chrétiens le considèrent comme le plus sage des rois de l'Ancien Testament. Pour les musulmans, il est le grand prophète Suleiman. وكلنا يذكر في الحلقة الماضية لما توفي نبي الله داود عليه السلام صاحب المملكة العظيمة وشهد بنو إسرائيل جنازة عظيمة لداود عليه السلام. كلنا يذكر أن سليمان عليه السلام كانت تعرفه بنو إسرائيل، كان معروفا عندهم بحسن خلقه ودينه وإيمانه مثل أبيه، فأحبوه وأحبوا أباه. فلما تولى الحكم سليمان عليه السلام تولى الحكم في بني إسرائيل، وكان قد أعطاه الله عز وجل منطق الطير والوحش، حتى النمل كان يعلم كلامها سليمان عليه السلام. الحشرات، الوحش، الطيور، الحيوانات الطائرة والزاحفة كلها كان يفهم منطقها سليمان عليه السلام. جمع الناس جميعا في ذلك اليوم، أراد أن يخبرهم أنني قد حصلت على الحكم، قد حصلت على الملك. في مثل هذا اليوم جمع الناس والوحش والطيرة وقال لهم: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان، بدأت الإنس والجن والوحش والطير تتجمع لسليمان، ما أعظمها من مملكة. أعظم ملك على وجه التاريخ سليمان عليه السلام. أعظم مملكة أعطيها إنسان على وجه الأرض أعطيت لسليمان عليه السلام، حتى إذا حشر له الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي ينظمون. الجيش يعرف مكانه، جيش من الإنس، جيش من الجن، جيش من الوحش، يظللهم الطير. أي عظمة هذه وأي ملك هذا؟ إنه ملك سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الإنس من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Pourtant, l'existence de Salomon et de son royaume n'a jamais été étayée par des preuves archéologiques. Il reste peu de traces de ses palais, de son temple ou des sources de sa grande richesse. On en sait encore très peu sur le Xe siècle avant Jésus-Christ, période à laquelle il a vécu. Ce mystère déconcerte les archéologues depuis des années. C'est également le sujet de débats animés entre universitaires. Nombre d'entre eux doutent même que Salomon ait véritablement été roi. Ils pensent que Salomon et son père David étaient de simples chefs de tribu. Mais s'ils étaient bien de grands rois, d'où provenait leur fortune? Une découverte surprenante pourrait apporter la réponse à cette question. Voici d'anciennes mines. Les puits disparaissent dans les profondeurs du désert de Jordanie. Des ossements. S'agit-il de corps de mineurs? Et si oui, pour qui travaillaient-ils? Bien que les mines du roi Salomon ne soient jamais évoquées dans la Bible, elles ont alimenté les légendes au fil des siècles. Elles ont été rendues célèbres par un roman du XIXe siècle
et pas moins de 3 films hollywoodiens. Ces mines sont-elles vraiment celles de Salomon? Est-ce ici qu'il a puisé son immense richesse? Il faut 3 personnes qui soufflent sans interruption. Erez et ses collègues ont dû souffler continuellement pendant 2 heures pour que le minerai commence à fondre. Vous voyez la flamme bleue? Elle indique que le minerai entre en fusion. Ils espèrent trouver des gouttelettes de cuivre au fond du creuset. Oui, très bien. On dirait bien qu'on en a. Ça ressemble à du cuivre. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une autre là. Elle est toute petite, mais c'est bien du métal. Elle a la couleur du cuivre. L'équipe a fourni énormément d'efforts pour obtenir cette gouttelette. Pourtant, les hommes ont appliqué cette méthode pendant des milliers d'années. La complexité de la production pourrait expliquer pourquoi le cuivre était uniquement utilisé dans la fabrication d'objets rituels et décoratifs. Mais cette technique de production à petite échelle n'a rien à voir avec ce que Tom Levy a mis au jour à Khirbat en-Nas. Depuis plusieurs années, son équipe de l'Université de Californie à San Diego exhume les ruines d'une grande usine de production de cuivre. Le site est si vaste que l'équipe a décidé de lâcher des ballons d'hélium équipés d'appareils photo pour évaluer son étendue. Les clichés aériens révèlent les aménagements de cette usine. Une forteresse, un portail, un bâtiment administratif, une tour, un temple. Cette usine était immense. Sa surface totale était de 10 hectares. Ils étaient jusqu'à 10 000 à travailler ici jour et nuit pour faire fonctionner les fourneaux où le cuivre était fondu. Erez Ben Yosef est en train de mettre au jour l'un de ces fourneaux. C'est extraordinaire de pouvoir réassembler ces outils pièce après pièce. Erez déterre les tuyères de déjection, des conduits par lesquels l'air du soufflet était envoyé dans le haut fourneau. C'est la tuyère du soufflet. C'est l'une des mieux conservées que l'on ait trouvées sur ce site. Pour Erez, la présence de cet outil prouve que les mineurs employaient des technologies avancées pour produire du métal à grande échelle. On va tenter de la dégager, si on parvient à l'attraper de ce côté. Il ne faut pas la casser. Voyons ça. Elle est en bon état. On distingue bien la tuyère. Elle est couverte de scorie. C'était la pièce la plus chaude du haut fourneau. On voit même des agglomérats de cuivre dans les scories. C'est bel et bien du cuivre. La tuyère est composée de plusieurs couches d'argile réfractaire. Ainsi, la pièce pouvait résister à la température de 1200 degrés qui régnait dans le fourneau.
Ce fourneau vertical était alimenté par des soufflets à pied qui pompaient un flux constant d'air. Le fourneau vertical a été mis au point au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est grâce à cet outil que la production de cuivre a pu gagner en efficacité. Ici, le métal était produit en quantités industrielles. J'ai là un instrument qui mesure la teneur en métaux dans l'environnement. Ainsi, je peux situer les zones polluées. L'appareil indique que l'échantillon prélevé contient 7000 parties par million de cuivre, soit 7000 fois la quantité maximale pour que l'environnement ne soit pas considéré comme toxique. Et en plus du cuivre, déjà très dangereux, je constate que la Terre contient une dose élevée de plomb, de zinc et d'arsenic. Tout ça sur un petit échantillon. À l'aide d'un spectromètre de fluorescence X, John Grattan trouve des éléments qui confirment l'ampleur de la production de Khirbat Naas. L'utilisation du cuivre ne se limitait pas à la confection d'objets de décoration. Le métal était devenu un produit courant, indispensable à la fabrication des outils, des armes et des édifices. La demande de cuivre a explosé et la faille de la mer Morte est devenue une gigantesque usine. Ces éléments témoignent de la première révolution industrielle qui, selon moi, a marqué l'émergence du monde moderne. Mais comment les mineurs se sont-ils procuré le minerai nécessaire à la production du cuivre? الله عز وجل سخر لسليمان الريح تسيره حيث شاء. ليس هذا فقط، بل سخر الله عز وجل لسليمان الجن والشياطين، فهي مسخرة لمن؟ لسليمان عليه السلام. فالشياطين منها البناء التي تبني له المباني، ومنه الغواص الذي يدخل في البحر فيخرج ومعه الجواهر واللآلئ، كلها بأمر من؟ سليمان عليه السلام. والشياطين كل بناء وغواص. Une quinzaine de mines ont été découvertes dans les collines riches en cuivre des environs de Khirbat Naas. Mohammad Najjar, l'archéologue jordanien qui co-dirige le projet, conduit des fouilles dans l'une d'elles. Nous avons découvert que les puits des mines dataient d'il y a 3000 ans. La plupart des mines ont été creusées à plus de 30 mètres sous terre, où se trouvent les filons de cuivre. La descente est périlleuse, même pour ces hommes munis d'équipements modernes. Ce n'est pas évident de descendre et de remonter. Nous savons que les mineurs de l'Antiquité passaient de longs mois dans les mines. Mohammad Najjar et Tom Levy sont convaincus que les ouvriers étaient des esclaves. Aucun ouvrier n'aurait eu envie de faire ce travail, même en échange d'un salaire. L'activité d'extraction de minerais à cette échelle ne pouvait sans doute pas exister sans un système de travaux forcés. Emprisonnés dans des tunnels creusés à plusieurs dizaines de mètres sous terre, les mineurs extrayaient le minerai de cuivre qui était ensuite chauffé dans les hauts fourneaux de Khirbat Naas.
Le minerai était transporté par des caravanes de dromadaires. On va emporter le minerai. Pour mieux comprendre le fonctionnement du système d'approvisionnement, Tom Levy reconstitue un convoi. Nous allons faire une petite expérience. Nous avons extrait un minerai de cuivre dans une des mines comme celle qui est derrière moi. Les Bédouins vont nous aider à le transporter à l'aide de ces dromadaires. Ainsi, nous saurons comment ils procédaient à l'époque. Tom constate qu'un dromadaire peut porter 120 kg de minerai. Mais en général, ce minerai est composé de 10% de cuivre et de 90% de roche quelconque. Ainsi, un dromadaire transportait le minerai nécessaire à la production de 12 kg de cuivre pur. Il y a 3000 ans, des caravanes semblables à celle-ci devaient traverser le désert quotidiennement. Leur destination, Khirbat en-Nas, le plus grand site de fusion de cuivre de la région. L'épaisseur des scories indique que le site a permis de produire 5000 tonnes de cuivre en tout, assez pour alimenter toute la région. L'analyse isotopique d'objets retrouvés sur différents sites de l'Israël antique montre que la matière provient de la région de Wadi Feinan. Des objets en cuivre découverts en Israël et datant des 11e et 12e siècles avant Jésus-Christ ont été étudiés. Le métal a été extrait à Wadi Feinan. Ce cuivre a peut-être même été acheminé à Jérusalem, où Salomon a fait édifier le premier temple. La Bible indique que des métaux précieux ont été utilisés pour sa construction, et notamment des tonnes de cuivre. La région de Wadi Feinan est la source de cuivre la plus proche de Jérusalem. Il fallait 3 jours pour faire le voyage. Le Seigneur s'adressa à Salomon. Tu bâtis ce temple pour moi. Si tu t'appliques à obéir à tous mes commandements, alors je viendrai demeurer dans ce temple parmi les Israélites, et je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple. Alors, Salomon construisit le temple. Dans l'enceinte du temple, il fit placer de délicates statues et de grandes colonnes. Dans la Bible, il est précisé que tous ces éléments étaient en cuivre étincelant. Salomon aménagea un sanctuaire à l'intérieur du temple et y déposa l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il revêtit le sanctuaire d'or fin. Si le temple et les palais de Salomon ont bien existé, leur construction a demandé beaucoup de cuivre. Qui contrôlait l'industrie du cuivre dans la faille de la mer Morte? Une chose est sûre, elle a été organisée par une société très avancée. La production de cuivre suit plusieurs étapes: l'extraction, la fusion, la distribution. Ces différentes activités doivent être supervisées. Seule une société très développée pouvait s'en charger. بل سخر الله عز وجل لسليمان الجن والشياطين فهي مسخرة لمن؟ لسليمان عليه السلام. فالشياطين منها البناء التي تبني له المباني، ومنه الغواص الذي يدخل في البحر فيخرج ومعه الجواهر واللآلئ كلها بأمر من؟ سليمان عليه السلام. والشياطين
والشياطين كل بناء وغواص. سخر الله عز وجل لسليمان الجن والإنس والطير والوحش، كل ما على الأرض مسخر لما؟ لسليمان عليه السلام. أي نبي هذا؟ أعطي ملكا لم يعطى أحد من قبله ولا من بعده. إنه سليمان أحب الله أنبياءه فأعطاهم ما أرادوا. حتى الجن والشياطين كانت تصنع له أمورا لا يتخيله أي إنسان. فالمحاريب التي في المساجد، المحاريب التي في البيوت، البنيان، تعمل الجن له هذا. ليس فقط المحاريب بل حتى التماثيل، وكان جائزا في شرعهم. حتى التماثيل كانت تصنع له الجن هذا. الجفان مثل الأحواض الكبيرة كانت تصنع لسليمان عليه السلام كالجواب. وكذلك القدور التي ترسى في الأرض، قدور عظيمة لا تحمل بل ترسى في الأرض، كان يصنع لها الطعام وفيها الطعام ويوزعها على الفقراء والمساكين. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب مثل الأحواض وقدور الراسيات. كل هذا لمن؟ لنبي الله سليمان. أما الشياطين التي تعصي أوامره فإنها كانت تحبس. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. أي كل من عصى سليمان عليه السلام فإنه مربوط بالأصفاد وبالسلاسل. بل كانت الشياطين تهاب سليمان عليه السلام. كم حارب الكفار والمشركين، كم حارب السحرة، وكان يستولي على ما يعملونه من سحر وشعوذة فيدفنه تحت كرسيه عليه الصلاة والسلام. La production devait être encadrée par une structure très complexe, comme un royaume. Mais de quel royaume s'agissait-il? Khirbat en-Ahas se situait dans un désert entouré par 3 royaumes de l'Antiquité. Tous auraient pu gérer la production du cuivre. L'Israël antique se situait à l'ouest, Édom à l'est, et loin au sud-ouest se trouvait la grande puissance de la région, l'Égypte. J'étais assis là lorsque mon collègue, le docteur Najjar, a remué les bras frénétiquement en criant qu'il avait trouvé quelque chose. Un scarabée égyptien. La présence de ce scarabée semble indiquer que l'Égypte a joué un rôle important dans la région. Une tombe égyptienne a été découverte sur un autre site à proximité. Cela confirme que les Égyptiens contrôlaient l'industrie du cuivre dans la faille de la mer Morte pendant les siècles qui ont précédé l'avènement de Salomon. Les Égyptiens géraient ces mines, ça ne fait aucun doute. Ce sont eux qui les dirigeaient au XIIIe siècle. Mais au XIIe siècle avant Jésus-Christ, des événements inexpliqués ont bouleversé l'ordre politique du Proche-Orient. Toutes les grandes civilisations se sont effondrées. En 1200 avant Jésus-Christ, le système politique en place à l'âge de bronze s'est effondré. Les Hittites au nord sont tombés en premier, puis ce furent les Mycéniens à l'ouest, et enfin l'Empire égyptien, ce qui a laissé un grand vide. De nouvelles puissances ont émergé de ce vide politique. L'espace politique s'est complètement dégagé. L'effondrement des grands empires a ouvert la voie à l'émergence d'un nouveau pouvoir. Dans la région de Khirbat en-Ahas, ce sont les royaumes d'Israël et d'Édom qui ont vu le jour. Selon Tom Levy, des 2 seules puissances qui aspiraient au contrôle des mines de cuivre, Édom était le candidat le mieux placé pour y arriver. Un site, découvert près de l'usine de fusion,
pourrait confirmer cette hypothèse. Il s'agit d'un cimetière. Les tombes sont circulaires. On a une tombe à cyste au milieu. C'est un coffre entouré de rochers et fermé par des dalles de pierre. Nous espérons pouvoir soulever ces dalles en fin de journée. C'est le moment de vérité. Ces sédiments ont été portés ici par le vent. Cette tombe est sûrement remplie de sédiments. Les archéologues sont déçus. D'autres ont ouvert le tombeau avant eux. Il aurait été visité dans l'Antiquité. On espérait être les premiers à l'ouvrir et découvrir un tombeau intact, mais il faut attendre. Un archéologue se doit d'être patient. Bon, c'est le 5e. Très bien, regarde sur le côté. Les bonnes nouvelles ne tardent pas à arriver. L'équipe a mis au jour des ossements. On a déterré un crâne. Il nous manque encore une grande partie des os. On va peut-être trouver un squelette complet. C'est une belle découverte. Les archéologues commencent à dégager le squelette du sable dans lequel il reposait depuis 3000 ans. Ils réussissent à le mettre au jour entièrement. Le squelette est entier. Il est recroquevillé dans une posture proche de la position fétale. Cet homme avait-il un rapport avec les mines? Si c'est le cas, ses dents et ses os contiennent du cuivre et du plomb, résidus de la fusion du cuivre. Des échantillons sont broyés, dissous, puis analysés à l'aide d'un spectromètre de masse qui va détailler leur composition chimique. Les résultats sont comparés à ceux d'analyses effectuées sur des squelettes antérieurs à la révolution du cuivre. Les ossements du cimetière contiennent 4 fois plus de cuivre et de plomb que les dépouilles datant de la préhistoire. Nous pourrions avoir trouvé des individus qui procédaient à la fusion du cuivre. Cet homme était probablement un ouvrier du site de fusion. Dans sa tombe, aucun élément ne donne d'indice sur son origine. L'étude d'objets trouvés dans le cimetière et dans les environs permet d'en savoir plus. Les personnes enterrées ici étaient originaires de la région. Nous avons découvert des objets en céramique, entre autres. Ils sont tous édomites. Si les ouvriers de Khirbat Naas étaient édomites, l'hypothèse concernant l'âge du complexe de production de cuivre serait confirmée. Les universitaires s'accordaient à dire que le site datait du 7e siècle avant Jésus-Christ. Cette datation a influencé tout le travail de Tom Levy. Il savait que la puissance égyptienne s'était effondrée au XIIe siècle avant Jésus-Christ, tout comme les autres grands empires de la région. D'après la chronologie des rois présentée dans la Bible, l'Israël de Salomon a prospéré au Xe siècle avant Jésus-Christ. Les historiens datent l'émergence du royaume édomite au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les objets mis au jour à Khirbat Naas ayant appartenu aux Édomites, il serait logique que le site de production de cuivre date lui aussi du 7e siècle. Pour confirmer cette estimation, Tom Levy fait appel à Tom Hayam, spécialiste de la datation au carbone 14 de l'université d'Oxford. Au niveau du poste de garde et des dépôts de scories, il prélève des échantillons de matière organique, des brindilles, des morceaux de charbon, des graines de dattier crachées par les mineurs.
Pour obtenir une datation précise, nous devons prélever une série d'échantillons. Il faut donc en prendre dans chaque couche de sédiments. Ils pourront ainsi établir une chronologie. Si une des dates obtenues n'est pas cohérente, l'ensemble de la série peut être remis en question. Tom Higham emporte les échantillons dans son laboratoire à Oxford. En appliquant la datation au carbone 14 et les analyses statistiques modernes, le scientifique peut calculer l'âge des échantillons avec une marge d'erreur de 30 ans. Le résultat est surprenant. Les résultats préliminaires apparaissent à l'écran. Ce qui frappe, c'est que tous les échantillons dateraient des 10e et 11e siècles. Les mines auraient donc été en activité 400 ans avant la date avancée jusqu'ici. Nous pouvons affirmer avec quasi-certitude que ces sites tournaient au 10e et 11e siècle. Ça ne fait aucun doute. Cette découverte bouleverse les hypothèses de l'équipe. Si l'on en croit la chronologie archéologique généralement admise, le royaume édomite n'existait pas à cette période. Aurait-il émergé avant le 7e siècle ? Cela accréditerait les récits bibliques des guerres que David a menées contre les Édomites. Selon la Bible, David a conquis Édom et construit des forteresses dans la région, comme celle de Kirbath Naas. Il mit des garnisons dans tout Édom. Et les Édomites devinrent ses sujets. La forteresse de Kirbath Naas ressemble à d'autres forteresses découvertes en Israël antique. David pourrait-il avoir envahi Édom pour contrôler la production du cuivre? Salomon, son fils, aurait alors hérité de ces mines. Mais le royaume de David et de Salomon était-il assez développé pour contrôler l'industrie du cuivre dans la faille de la mer Morte? Le royaume, décrit dans la Bible, semblait si immense et si puissant qu'il n'aurait eu aucun mal à régner sur cette région. Salomon dominait tous les royaumes qui s'étendaient depuis l'Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au pays des Philistins, et même jusqu'à la frontière de l'Égypte. Mais depuis 20 ans, les archéologues mettent en doute ce récit. Pendant plusieurs décennies, ils ont cherché des éléments prouvant l'existence de ce royaume du Xe siècle, dirigé par David et Salomon. En vain. Ils disposent tout de même de certains indices. Une inscription du IXe siècle évoque la victoire d'un roi araméen sur la maison de David, qui atteste l'existence de David, mais pas d'un grand royaume. À Jérusalem, des ruines de ce que l'on pense être la cité de David n'ont pas encore été datées de façon formelle. Certains archéologues affirment qu'elle serait plus récente. Le doute plane également sur la réalité du royaume de Salomon tel qu'il est décrit dans la Bible. La plupart des spécialistes s'accordent sur un point. David et Salomon ont bien existé. Mais rien ne prouve qu'ils ont été de grands souverains en position de contrôler les mines de cuivre, comme celle de Kirbath Naas. Certains historiens avancent qu'ils étaient en réalité de simples chefs de tribu. Dans ce cas, pourquoi la Bible présenterait-elle Salomon comme le dirigeant d'un magnifique royaume? Peut-être parce que les récits qui traitent de Salomon ont été transmis oralement pendant des générations et ont été enjolivés au fil du temps.
Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il est clair que les récits bibliques qui traitent de Salomon sont bien loin de la réalité. Les dimensions du royaume, la prospérité, les trésors de Jérusalem, tout est très exagéré. La Bible indique que Salomon avait 1000 femmes. Mais à l'époque, Jérusalem comptait 1000 habitants. Il n'aurait donc pas pu avoir 1000 épouses. David et Salomon étaient-ils des rois ou des chefs de tribu? Le débat fait rage depuis 40 ans. Des découvertes faites sur un nouveau site pourraient apporter une réponse définitive à cette question. Khirbet Kiafa, situé à la frontière entre l'Israël antique et le territoire des Philistins, a été le théâtre du célèbre combat entre David et Goliath. L'archéologue Yossi Garfinkel y a mis au jour une ville fortifiée. Ces murs imposants ont été construits par une main-d'œuvre très organisée. Ce sont les remparts de la ville de Khirbet Kiafa. D'après nos calculs, 200 000 tonnes de pierre ont été nécessaires pour construire ces fortifications. Ce site n'a donc rien d'un campement tribal. Cette muraille impressionnante a certainement été bâtie par une puissance politique bien plus développée qu'une tribu des montagnes. L'équipe de fouilles a également déterré des cruches dont les poignées portent des empreintes digitales, un élément souvent utilisé comme cachet officiel. Voici une marque de belle qualité. Le potier a apposé l'empreinte de son pouce sur la cruche avant de la faire cuire. Cette marque indiquait que la cruche était la propriété du royaume et non celle d'un particulier. D'autres indices tendent à prouver que la ville faisait partie de l'Israël antique. Dans les ordures de la ville, Yossi Garfinkel et son équipe s'attendaient à trouver un certain type d'ossement. Là, on a des dents et une partie de mâchoire qui appartenait certainement à un mouton ou à une chèvre. Sur ce site, nous n'avons trouvé que des os de mouton, de chèvre et de bétail. Il n'y a pas d'os de cochon. Dans les villages philistins, les archéologues ont toujours trouvé une grande quantité d'os de cochon. Cela signifie-t-il qu'à Khirbet Kiafa, la consommation de viande de porc était interdite, comme en Israël? La datation de matières organiques provenant du site a donné à Yossi et son équipe des raisons de se réjouir. Le carbone 14 indique que ces murailles datent de la fin du XIe, début du Xe siècle, l'ère du roi David. Si Khirbet Kiafa était bel et bien une ville d'Israël, c'est la plus ancienne jamais découverte. Un autre indice vient corroborer cette théorie. C'est un jeune homme venu participer aux fouilles pendant l'été qui l'a mise au jour. Au départ, j'ai cru que c'était une poterie comme une autre. Avec mon ami Sanyo, on n'arrêtait pas de déterrer des poteries. Mais celle-ci portait des inscriptions. C'est un ostracon. Un ostracon est un tesson de poterie utilisé comme support d'écriture. Il a une belle forme géométrique. C'est étonnant parce qu'habituellement les tessons de poterie sont bien plus petits et n'ont pas de forme géométrique. Lorsqu'on a rincé la pièce un peu plus tard, on s'est aperçu qu'elle comportait des écritures. Restait à savoir de quelle langue il s'agissait. Les inscriptions sont presque effacées. Il est quasiment impossible de les déchiffrer. Pour identifier la langue, Yossi doit pouvoir lire le texte. Il a envoyé la pièce à Greg Bierman, à Santa Barbara. Il emploie une technique d'imagerie très particulière. Il est difficile de lire les écritures sur une poterie ou un papyrus, parce que le substrat s'est effacé. On a un texte foncé écrit sur un fond noir. Ce n'est donc pas évident de le déchiffrer. C'est comme chercher un chat noir en pleine nuit.
Le système de spectrophotométrie prend des centaines de clichés de l'ostracon à différentes longueurs d'onde afin de déterminer où le contraste entre l'écriture et l'arrière-plan est le plus prononcé. Voici un exemple pris à 365 nanomètres. C'est blanc, comme s'il n'y avait rien d'écrit. À cette longueur d'onde, la poterie et l'encre renvoient la même quantité de lumière. C'est pourquoi on ne distingue rien. Quand on augmente la longueur d'onde, on passe à la couleur bleue. À 500 nanomètres, le texte commence à apparaître. En associant des clichés pris à différentes longueurs d'onde, Greg parvient à obtenir une image nette du texte. Une copie de l'ostracon a été envoyée à Bill Schneiderwind de l'Université de Californie à Los Angeles. Ce texte en écriture alphabétique primitive est le plus important dont nous disposons. Les textes de cette période comportent en général 3, 4, 5 lettres. Ici, il fait 5 lignes. Ces lettres font partie de l'alphabet cananéen, le premier système d'écriture alphabétique dont sont dérivées les écritures hébreu et latine. Il faut maintenant décoder le texte. Selon les experts en écriture ancienne consultés par Yossi, les lettres ont été écrites de façon désordonnée. Certaines sont retournées, d'autres sont à l'endroit, d'autres enfin sont sur le côté. Aleph, l'équivalent du A, est écrit 3 fois. Une fois sur les jambages, une fois sur la tête, le sens habituel, et une fois sur le côté. Les spécialistes, bien qu'ayant des difficultés à reconstituer les mots formés par ces lettres, sont très enthousiastes. C'est un mot hébreu, c'est sûr. Ne faites pas. Ne faites pas. Ils ont identifié d'autres mots hébreux. Eved, adoration. Shaphat, juge. Nakam, vengeance. Et Melek, roi. L'alphabet est cananéen, mais les mots sont hébreux. Ces lettres ne sont pas issues de l'alphabet hébreu, mais de son ancêtre, qui va donner lieu à l'écriture hébraïque. L'ostracon est une découverte exceptionnelle, car il témoigne de la naissance de l'écriture hébraïque. Je tiens entre mes mains le plus ancien texte hébreu jamais découvert. Mais que dit ce texte exactement? Il est difficile de répondre à cette question. Il est très délicat de comprendre ce texte. C'est de l'hébreu, mais il manque les voyelles. C'est donc une inscription quasi illisible et sans voyelles. De nombreuses interprétations sont possibles. Chaque mot peut être un nom, un verbe. On ne s'imagine pas à quel point c'est complexe. Hagai Misgav avance avec précaution. On peut affirmer en restant prudent qu'il s'agit d'un texte et non d'une simple énumération de noms. Il contient des phrases, dont certaines pourraient avoir une portée légale ou morale. On ne connaîtra peut-être jamais le sens exact des inscriptions de cet ostracon. Cependant, son importance est incontestable. Il prouve qu'au cours du siècle où Salomon a vécu, dans des villes fortifiées, on copiait des textes rédigés dans une version primitive de l'hébreu.